Salut tout le monde et c'est l'heure de mon bilan de l'année. Donc au programme déjà on va regarder quels ont été mes résultats en bourse en 2025. Ensuite je reviendrai sur un défi que je m'étais fixé il y a un an, c'était un défi musculation où l'objectif c'était d'atteindre simplement le meilleur physique que j'ai jamais eu de ma vie. Donc voilà, on regardera les résultats et est-ce que j'ai atteint l'objectif. Ensuite je vous donnerai ma méthode révolutionnaire que j'ai trouvée il y a quelques jours pour passer moins de temps aux toilettes. Et enfin je vous dirai est-ce que je recommande d'avoir des enfants ou bien est-ce que c'était une terrible erreur. Donc commençons déjà par mes résultats en bourse. Donc j'ai mis pour les dates du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Et donc le SP500 a pris plus 16,39% sur l'année et mon compte titre a pris 4,57%. Donc cette année j'ai sous-performé d'un peu moins de 12%, sachant quand même que ça prend pas en compte mon gain sur MedPace Holdings qui a fait un x2 et c'était en plus mon plus gros investissement, mais qui était sur l'autre compte titre que j'ai dû revendre. Donc voilà, donc tant pis. Et si je regarde la performance donc totale déjà annualisée, donc c'est-à-dire depuis que j'ai commencé à investir jusqu'à fin 2025, le SP500 a fait du 11,74% par an et mon compte titre a fait du 20,58% par an. Donc ça reste à peu près 9% annualisé de plus, ce qui est déjà on considère que 5% de performance annualisée de plus que le SP500, c'est déjà excellent, donc voilà, donc ça me va et c'est quasiment le double. Et si je regarde en performance totale, le SP500 donc a pris 54,46% depuis le début et mon compte titre a pris 108,15%. Donc voilà, à peu près le double quoi. Et je peux faire maintenant un petit bilan de mes performances donc de chaque année depuis que j'ai commencé. Donc en 2022, j'avais fait moins 22% contre moins 13% pour le SP500. Donc j'avais commencé par une année de sous-performance. Ensuite en 2023 et 2024, j'ai fait deux énormes années. Donc en 2023, plus 62% contre 24%. Et en 2024, plus 58% contre 23%. Et cette année, 4,57 contre 16,39. Et donc, ce qu'il faut faire pour gérer les années de sous-performance, donc si tu es concerné aussi, c'est de se rappeler qu'en bourse, on ne peut pas contrôler les résultats court terme, donc on peut contrôler les résultats long terme. Et ce qu'il faut faire pour contrôler les résultats long terme, et donc pour avoir des bons résultats long terme, c'est de ne pas juger la qualité, de ne pas juger sa compétence sur ses résultats court terme, mais juger sa compétence sur la qualité de son processus. En fait, c'est d'avoir un bon processus qui va nous donner des résultats à long terme, mais qui ne nous garantit pas d'avoir des bons résultats à court terme. Et en fait, c'est totalement normal et attendu d'avoir des années de sous-performance. Il y a un des investisseurs que j'aime bien qui s'appelle François Rochon, qui dit que en général, un bon investisseur va sous-performer une année sur trois, quoi. En gros. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas s'affoler si on a une année de sous-performance, que ce soit, alors c'est évidemment plus compliqué de savoir si on a un bon process quand c'est la première année, mais voilà, faut se dire qu'en soi, une année de sous-performance, c'est pas du tout, faut pas du tout s'affoler quoi. Si t'as pris les bonnes décisions, une année de sous-performance peut ensuite s'enchaîner par deux années d'énormes performances, ou plus hein, d'ailleurs, comme je l'ai eu en 2022, où j'ai sous-performé, puis 2023-2024, où ça a explosé quoi. Donc voilà, ce que je me dis là simplement, c'est que je sais que mon processus est bon, j'ai confiance dans mon processus, et donc l'année prochaine, je vais refaire la même chose, l'année d'après encore pareil, et je sais qu'à long terme, le résultat sera très bon quoi. Et donc l'erreur, vraiment l'énorme erreur qu'il faut surtout pas faire, c'est de changer de stratégie quand on voit qu'on a une année de sous-performance. C'est vraiment totalement normal d'avoir des années de sous-performance, donc vraiment, si vous avez, si vous avez une bonne stratégie, un bon processus d'investissement, ne paniquez pas pour une année de sous-performance, ne commencez pas à changer votre stratégie du tout au tout quoi. Et en plus là, fin 2025, début 2026, t'as toujours la hype autour de l'IA qui est toujours aussi présente, donc avec beaucoup d'actions, avec des valorisations qui n'ont aucun sens, qui sont extrêmes, qui sont beaucoup trop chères et donc beaucoup trop risquées, et donc avec des perspectives de gains futurs qui sont très basses, voire des potentiels de perte à mon avis, sur certaines. T'as le SP500 dans son ensemble qui est aussi beaucoup trop cher, avec un PER de plus de 30 aujourd'hui. Je rappelle que c'est la troisième fois de l'histoire que ça arrive. Et les fois précédentes où c'est arrivé, ça s'est pas très bien passé sur les 5-10 années qui ont suivi, quoi. Et t'as donc aussi plusieurs des plus grosses entreprises qui sont aussi donc les plus populaires, les plus connues, que tout le monde adore et juge comme indestructibles, quoi, qui sont beaucoup trop chères, quoi. Donc, ça donne une énorme opportunité aux personnes qui choisissent leurs propres actions, mais qu'ils font sérieusement, qu'ils font bien. Parce que là, ça risque de pas très bien se passer dans les prochaines années pour les personnes qui investissent dans ce qui est populaire sur le moment, et aussi pour tous ceux qui se contentent d'investir à l'aveugle dans un indice comme le SP500, quoi, sans se demander qu'est-ce qu'il y a dans cet indice, et quelle est la valorisation de cet indice aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est un excellent moment pour apprendre à investir correctement, et pour être prêt à agir au moment où la marée va se retirer, et où on verra que tout le monde était tout nu, quoi. Donc voilà pour mon bilan du côté de la bourse. Et donc passons à l'objectif que je m'étais fixé en musculation, donc où l'objectif c'était d'avoir le meilleur physique que j'avais eu jusque-là, quoi.
Donc, alors j'ai un après, mais j'ai pas un avant, ce qui est un peu bête pour faire une comparaison. Donc bon, je vous mets le après. Hop, je me mets par ici, je zoome un petit peu. Donc voilà. Donc, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que c'est mon record? En fait, je sais que j'avais atteint mon record en juin. Mais ensuite, en juin, j'ai pas réussi à gérer mon temps. C'était le moment de la naissance de ma fille. Donc, il y a eu quelques semaines où j'ai pas fait de sport pendant peut-être un mois. Et là, pareil, au mois de décembre, j'ai loupé quelques semaines. Donc, j'ai progressé jusqu'à juin. Et ensuite, soit j'ai stagné, soit j'ai un petit peu régressé, peut-être pour revenir au point de départ. En gros, je sais que cette année, j'ai pas régressé, mais je sais pas si j'ai progressé, quoi. C'est possible que j'ai stagné. Et un truc que j'ai modifié cette année, c'est qu'avant, je faisais 4 séances par semaine, et là, je suis passé à 3 séances par semaine en optimisant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je progressais exactement pareil. En tout cas, j'ai pas vu de différence, ou en tout cas, s'il y a une différence, elle est négligeable, quoi. Et donc aujourd'hui, je me dis vraiment que si c'était à refaire, à une époque, je faisais même 5 séances par semaine, 6 séances par semaine, et je m'étais blessé d'ailleurs à chaque fois. Et donc si c'était à refaire aujourd'hui, dès le début, je ferais 3 séances par semaine, jamais plus, parce que déjà tu te blesses moins, tu récupères plus, tu progresses quand même très très bien pour 99,9% d'entre nous, on n'a pas d'objectif de compétition, on veut juste se trouver esthétique quoi. Et puis si tu fais plus que 3 séances par semaine, en fait tu laisses pas assez de temps pour le reste quoi. Avec 3 séances par semaine, tu peux faire d'autres sports dans la semaine, et puis tu peux faire, ça te laisse beaucoup plus de temps libre pour d'autres trucs quoi. Et donc là je suis passé en 3 séances, ouais, parce que je me suis dit que si je voulais réussir à équilibrer mon temps, à répartir mon temps, en fait, avoir l'équilibre que je voulais avoir en fait entre toutes les choses pour lesquelles je veux accorder du temps, il fallait déjà que j'ai conscience des priorités. Et aujourd'hui, la musculation, c'est plus une priorité, c'est secondaire. C'est quelque chose que je fais en tâche de fond pour mon hygiène de vie. En soi, je suis déjà content du résultat, même si je voulais battre mon record cette année, mais je suis déjà satisfait, quoi. Et donc aujourd'hui, ça n'a plus pas tellement de sens pour moi d'en faire un focus. Donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'optimiser, de réduire un petit peu, 3 séances par semaine, ça suffit pour se maintenir, voire progresser un petit peu. Et comme ça, pour moi, ça tourne en tâche de fond, quoi. Ça me prend moins de temps et pas d'énergie mentale, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les priorités qui ont le plus de sens pour moi, là, à cet instant T dans ma vie, c'est mon entreprise et ma famille, quoi. Donc voilà, pour mon défi musculation, donc est-ce qu'il est atteint? Bon, je considère que en vrai, je pense que j'ai plutôt stagné, que je me suis plutôt maintenu, donc en soi, il n'est pas atteint, mais voilà. Mais quand même si c'est plus vraiment un focus pour moi aujourd'hui, il faut que j'arrive à trouver un moyen de ne jamais me retrouver dans des situations où je suis obligé de ne plus faire de sport pendant quelques semaines, quoi. Je pense, si je suis honnête avec moi-même, que c'est des problèmes de priorisation, d'organisation, etc. Et donc, là, ce que je me dis, c'est qu'il faut que je fasse, quoi qu'il arrive, ces 3 séances-là par semaine, et réussir à organiser le reste autour, quoi. Et en faisant ça, même en fait sans y mettre vraiment d'énergie, en faisant ça, je vais mécaniquement quand même battre mon record dans l'année qui vient, quoi. Donc voilà, l'idée à partir d'aujourd'hui, c'est juste un objectif d'habitude, mais d'habitude stricte en fait. C'est je fais mes 3 séances par semaine et ne jamais me retrouver faire en sorte d'être suffisamment organisé pour ne jamais me retrouver dans des situations où voilà, je suis dépassé par les événements et je dois mettre de côté le sport pendant quelques semaines, quoi. Donc voilà pour mon défi musculation de l'année. Donc maintenant, je voulais vous donner, alors c'est pas un truc de 2025, c'est un truc que j'ai découvert là au début de l'année, mais bon, autant que je voulais vous le partager maintenant, parce que c'est vraiment un truc qui a changé ma vie. Donc c'est comment passer moins de temps aux toilettes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un problème jusqu'à il y a quelques années, c'est que je passais trop de temps avec mon téléphone dans mon lit, quoi. En gros, je me réveillais, je prenais mon téléphone et je regardais des vidéos YouTube, et je pouvais passer 1 heure comme ça dans mon lit sur YouTube, ce qui est, et puis ensuite même le soir, donc ce qui est pas déjà un très bon usage de mon temps, même un usage catastrophique de mon temps, et qui en plus me donnait à chaque fois un sentiment déjà de culpabilité, et en plus d'être dans le brouillard, quoi. Enfin, ça fait pas se réveiller, se lever dans une bonne énergie, quoi, de bon pied en général, même jamais en fait. Et donc j'avais réussi à régler ce problème simplement avec une règle simple, c'est le téléphone n'entre jamais dans la chambre. Donc voilà, mon téléphone il reste dans le salon ou dans mon bureau, peu importe. Et sur ma table de chevet, je mets juste ma Kindle, donc comme ça, à chaque fois que je vais au lit, je lis un livre. Et le jour où j'ai mis ça en place, ça a réglé le problème pour toujours. J'ai plus jamais eu cette tentation, ce problème de rester sur mon téléphone au lit, quoi. Donc ce problème, je l'avais déjà réglé il y a quelques années, mais il restait un autre problème, c'est que je faisais la même chose, mais aux toilettes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais mon téléphone et je pouvais passer 30 minutes sur YouTube, quoi. Et donc, énorme perte de temps, et aussi pareil, quand tu fais ça juste après le réveil, après tu te sens pas bien, quoi. Donc, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, mais j'ai eu l'éclair de génie il y a quelques jours, c'était de simplement reprendre exactement la même stratégie, mais pour les toilettes, quoi. Donc l'idée c'est de ne jamais faire rentrer le téléphone dedans, mais ça suffit pas, parce qu'en fait, t'as une
Tu sais, t'as le fait de te dire je vais m'ennuyer, enfin ton cerveau se dit je vais m'ennuyer, donc je dois emmener une source de stimulation. Donc ce qu'il faut, c'est remplacer par autre chose qui te satisfait, quoi. Et donc là, une solution, bah, ça aurait été d'emmener ma Kindle aux toilettes, mais là, c'est un piège parce que c'est très important quand on a réussi à quitter une mauvaise habitude, en fait, c'est dur de quitter une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, quoi. Donc quand tu as réussi à remplacer une mauvaise habitude par une bonne, il faut faire très attention à ne jamais perdre la bonne habitude. Et donc, si ma Kindle n'est plus sur ma table de chevet, il y a un risque, en fait. Donc ma Kindle reste tout le temps sur ma table de chevet. Et donc, là, la solution que j'ai trouvée, c'est justement d'utiliser le livre physique que j'ai, donc les livres papier que j'ai, que justement j'avais pas de moment dans la journée pour les lire en fait, donc souvent ils restaient dans mon placard et donc je les lisais pas trop. Et donc tout simplement j'ai mis tous mes livres physiques, tous mes livres papier dans les toilettes. Et donc là vraiment je sais que ça a réglé le problème pour toujours, quoi. Ça fait maintenant, ça doit faire presque une semaine que je fais ça. Je ne ressens plus aucun besoin d'emmener mon téléphone aux toilettes, parce qu'au contraire en fait j'ai hâte, je me dis cool, je vais pouvoir lire quelques pages de ce livre que j'ai envie de lire, quoi. Et donc déjà ça résout le problème du bien-être, quoi, parce que voilà, passer 30 minutes sur YouTube aux toilettes juste après s'être réveillé, après tu te sens pas bien. Et ça résout aussi quand même le problème du temps, parce que un livre c'est beaucoup moins addictif quand même que YouTube ou des réseaux sociaux, quoi. Et donc dans la pratique, t'y passes très peu de temps. Voilà, c'est vraiment une nouvelle habitude qui me donne énormément de satisfaction, qui m'excite énormément, donc il fallait que je partage ça pour ceux qui souffriraient du même problème. Donc ça c'était pour comment passer moins de temps aux toilettes, donc grâce au livre papier. Et donc dernière partie, est-ce que je recommande ou non d'avoir des enfants? Est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est un piège dans lequel il faut surtout pas tomber? Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc je suis devenu papa au mois de juin 2025. Donc maintenant ma fille a 6 mois, bientôt 7 mois. Et c'est le truc le plus hardcore que j'ai jamais fait de ma vie. Donc ça, je sais que les expériences sont assez différentes. Il y a des personnes pour qui c'est évidemment probablement beaucoup plus dur encore que moi. Mais je sais qu'il y en a aussi pour qui ils trouvent ça plus facile que prévu. C'est-à-dire qu'en fait l'enfant dort bien la journée, dort bien la nuit, fait ses nuits assez vite, s'endort facilement, mais globalement c'est pas vraiment mon expérience jusqu'à aujourd'hui, donc pour donner quelques exemples qui, alors ça parlera à ceux qui l'ont vécu, et puis pour ceux qui le vivront plus tard, comme ça au moins quand ça vous arrivera, vous penserez à moi, et ce sera un peu plus facile. Et donc ce qui est vraiment hardcore, c'est le sommeil, quoi. Vraiment, tu peux atteindre des niveaux d'épuisement qui sont vraiment extrêmes, quoi, que j'ai jamais connus auparavant dans ma vie. Et on a eu des périodes où vraiment chaque soir on essaye d'endormir notre fille, et donc ça met 1 à 2 heures dans les hurlements, quoi. À la fin on y arrive tant bien que mal, déjà t'es cuit, quoi, après la journée où elle a pas dormi non plus. Ensuite au moment où on va se coucher, on se dit on va enfin pouvoir dormir, et là on s'endort avec espoir, mais 30 minutes plus tard on se réveille, on est réveillé par les pleurs, quoi, au pire moment, donc au moment où tu viens de tomber en sommeil profond. Donc déjà là t'as un peu la tête qui tourne, je titube dans la chambre, quoi, pour me lever, donc tu lui donnes à boire, et là pas de bol, elle se rendort pas tout de suite, et des fois ça prend 1 heure, 2 heures pour réussir à la rendormir. Ensuite, elle s'endort, là, tu te rendors, 1 heure plus tard, t'es réveillé, donc là, il est 4 heures du matin, je me lève, et là, c'est vraiment le moment où, vraiment, je perds l'équilibre, je dois me tenir au mur comme ça, je comprends rien à ce qu'on me dit, genre on me dit, enfin après j'ai su que donc la phrase c'était « Est-ce que tu peux m'apporter un biberon ?» Mais je me rappelle, j'étais comme ça, « Ah !» Je comprenais rien, en fait mon cerveau n'arrivait pas à comprendre les mots qui étaient dits, quoi. C'est-à-dire mon cerveau était complètement en train de disjoncter, quoi. Donc je perdais l'équilibre, je comprenais rien à ce qu'on me disait, je devais me tenir au mur pour avancer. Et donc là, tu recommences, tu redonnes à boire, et puis des fois elle s'endort, mais des fois ça met encore 1 heure, 2 heures, et puis là c'est quasiment le matin. Tu essaies de te rendormir, enfin bref. Donc voilà, quand déjà rien qu'une nuit comme ça, c'est vraiment t'es au fond du rouleau, quoi. Et des fois ça s'enchaîne pendant plusieurs jours, quoi. Heureusement que les nuits comme ça, c'est une minorité. C'est ce qui fait que je suis encore vivant aujourd'hui. Là, je le dis un peu en souriant parce que ces derniers jours, ça va, mais il y a quand même, dans ces moments-là, c'est quand c'était vraiment Enfin, tu frôles vraiment des moments, tu peux frôler des moments de désespoir, quoi. Et j'ai découvert un monde sur les forums, en fait, comme ça, dans ces nuits-là où tu te dis, en fait, si ça continue comme ça, à un moment, je vais pas tenir, quoi. À un moment donné, je vais mourir, en fait, tellement t'es au bout du bout en termes d'épuisement physique, quoi. Et donc t'es là à 4h du matin, à aller sur des forums, à chercher est-ce que c'est normal, comment ça se fait qu'elle dorme pas, comment faire, qu'est-ce qu'il faut donner à boire, à quel rythme, tout ça. Tu cherches des solutions, quoi, et tu tombes sur des forums comme ça, en fait, où c'est que des parents, souvent plutôt des mamans, mais des parents,
qui ont décrit comme ça sur des forums leur désespoir, dans l'espoir que quelqu'un leur donne une solution, quoi. Et donc, quand tu lis ça, déjà, tu te sens moins seul, et puis tu vois que quand même, c'est une phase qui peut être vécue de manière quand même très 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 dure, quoi, parfois. Et en plus, t'as des faux espoirs, parce que nous, au 2e mois, elle faisait quasiment ses nuits, quasiment parfaitement, enfin, elle se réveillait entre 0 et 1 fois, et donc je me rappelle qu'on dormait super bien, et que même tous les jours, je disais, ah bah en fait, ça va, c'est facile, ça y est, la période difficile est passée, quoi. Mais bon, évidemment, je me suis fait surprendre après. Et le summum, quand même le pire qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est la nuit du 15 décembre 2025. Donc c'était une nuit d'orage, tu vois, l'orage grondait, t'avais les éclairs qui s'abattaient devant la fenêtre, et là, vers 19h, on commence à se préparer à mettre notre fille au lit. Alors elle avait un peu râlé toute la journée, donc nous on se disait que, je sais pas, elle avait peut-être, c'était sûrement ses dents qui poussaient, quoi. Elle avait une dent du haut qui traversait la gencive, quoi. Elle avait passé un peu sa journée à grogner un petit peu, donc on se disait que ça devait être ça. Et là, le soir, au moment de... Donc je la berce et tout, et je lui donne sa tétine pour qu'elle s'endorme. Et là, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer de plus en plus intensément. Et d'habitude, j'arrive à stopper ça, et elle finit par s'endormir, quoi. Mais là, les pleurs ont continué à s'intensifier. Elle rejetait sa tétine, quoi. Elle balançait sa tétine par terre. Et en fait, c'était impossible de l'endormir, et ça a continué comme ça à s'amplifier. Elle continuait à pleurer de plus en plus fort, au point où, en fait, ça a été des hurlements quasi constants, vraiment quasi en continu, de à peu près 19h à 4h45 du matin, en quasi continu. Donc on n'a pas dormi 1 minute, donc jusqu'à 4h45. Donc on a essayé de trouver la solution, qu'est-ce que ça pouvait être sur internet. Donc notre hypothèse, ça restait que c'était la dent qui devait lui faire super mal, quoi. Et en gros, à partir de minuit, 1h, on a commencé à se dire que si ça continuait, il fallait peut-être qu'on aille aux urgences au cas où. Et donc c'est vers 4h45, enfin 4h30, qu'on se décide, on se dit bon, c'est quand même bizarre, c'est quand même extrême, c'était de pire en pire, c'était vraiment infernal. Et donc on s'est dit, on va aux urgences. Donc là on met nos manteaux, on met le manteau de notre fille, et quand on lui met son manteau, là elle s'endort dans mes bras, donc à 4h45, donc on se dit bon, on la met au milieu, entre nous, comme ça dans le lit, on la pose en manteau, et nous on s'endort direct. Et donc on dort de 4h45 à 8h du matin, où on est réveillé par les hurlements, et donc là on se dit qu'il faut qu'on aille consulter, quoi. Heureusement, du coup c'était le lundi, donc on va chez le pédiatre à 8h30, elle l'examine, et là, elle nous révèle le verdict. Elle avait une très grosse angine. Donc en fait, elle avait super mal à la gorge. Et là, même si on préférait dans l'idéal, certes, que nos enfants soient jamais malades, dans la pratique, quand elle a dit ça, j'ai eu un énorme soulagement. J'ai même eu une petite larme à l'œil parce que, en fait, avant, je me disais, si ça c'est normal, si c'est ça à chaque dent qui pousse, si ça c'est une situation qui se reproduit régulièrement, c'est invivable en fait, c'est vraiment invivable au sens premier de l'expression, quoi. Mais donc là, en lui disant que c'était une angine, bah je savais que non, c'était exceptionnel, quoi. Enfin là, ça arrive au maximum, c'est 1 jour par an, quoi, ce genre de situation. Et donc ensuite on est allé aux urgences, ils ont donné ce qu'il fallait, et ça s'est réglé, quoi. Donc voilà, ça c'était la nuit, la terrible nuit du 15 décembre. Et donc maintenant, après avoir dit tout ça, je pense que ça peut être interprété par une partie de la population comme, du coup, une raison de ne pas avoir d'enfant, en fait. En gros, de se dire, si c'est pour souffrir comme ça, alors ça vaut pas le coup. Mais c'est une très grosse erreur de penser comme ça, en fait, et de voir les difficultés ou les obstacles comme des choses qu'il faut fuir, en fait. C'est-à-dire, tu vois, ok, là, il va y avoir telle difficulté, donc ça veut dire qu'il faut pas faire ça, tu vois. Parce que du coup, ça va pas être facile, quoi. Et donc, tu te retrouves avec des personnes, et ça représente, c'est la majorité de la population, je pense, hein, qui se contentent d'enchaîner les sources de plaisir, en fait, et donc d'enchaîner les gratifications instantanées. Donc ils se retrouvent à remplir leur vie de alcool, fêtes, jeux vidéo, Netflix, TikTok, tout ça. Et en fait, ils se retrouvent au final dans un vide existentiel, et ils font des dépressions, quoi, souvent vers 40 ans. Enfin, ça dépend, mais quand ta vie n'est remplie que de ces choses-là, ça finit toujours en dépression, quoi. Et ça veut pas dire que toute source de plaisir court terme est mauvaise et qu'il faut éliminer les sources de plaisir de sa vie. Ça veut dire que si ta vie n'est remplie que de ça, mais que t'as pas à côté des sources de bonheur, en fait, donc le plaisir c'est court terme, c'est gratification instantanée, quoi. Tu te sens bien sur le moment, alors que le bonheur c'est plus une sensation de fond, tu vois. Typiquement, quelqu'un d'heureux qui passe une mauvaise journée, il sera pas déprimé, quoi. Il va se dire bon, aujourd'hui c'était une mauvaise journée, demain ce sera mieux, mais au fond tout va bien, quoi. Alors que celui qui est malheureux mais qui a passé une journée remplie de plaisir, mais peut se retrouver le soir dans son lit à penser et à se dire il y a déprimé, quoi. Ça c'est un classique. Donc l'idéal c'est d'avoir des sources de bonheur qu'on peut aussi appeler des sources de sens. En fait, le sens et le bonheur, au final, je pense que c'est synonyme, ça revient au même, qui passent la plupart du temps, pas forcément uniquement, mais la plupart du temps qui passent par la construction d'une entreprise, construction d'une famille, construction d'un patrimoine, construction de je ne sais pas, on peut construire, j'imagine, d'autres choses. Et ensuite, une fois que tu as cette base-là, tu vas la saupoudrer de sources de plaisir avec modération. Et là, à ce moment-là, tu as un bon équilibre, quoi. Et le truc avec les sources de bonheur ou de sens,
c'est que ça nécessite obligatoirement un effort, ça nécessite obligatoirement de surmonter des difficultés, de se dépasser, de surmonter un obstacle, etc., quoi. Et donc c'est normal que ce soit dur, en fait. Le fait que ce soit dur, c'est pas signe qu'il faut que c'est pas un problème, en fait. Il faut juste avoir conscience que c'est l'effort nécessaire pour avoir ce bonheur ou ce sens dans sa vie qui passe par la construction d'une entreprise, d'un patrimoine, d'une famille, d'un lifestyle, d'une journée idéale. Ça aussi, c'est quelque chose qui se construit, hein. Il y a de tout le reste toutes les autres choses que tu peux construire, quoi. Et construire, ça demande des efforts, c'est normal en fait. Et c'est quelque chose qui est dur à décrire, mais que tu sens en fait, une sensation de fond un peu. Et par exemple, une manière dont ça caractérise, c'est que là, après avoir passé une nuit donc, où je suis crevé, une des premières choses auxquelles je pense, c'est que je suis pressé devant ma fille, et en fait, dès que je la vois, je me sens bien instantanément en fait. Et en fait, à côté, le fait d'avoir mal dormi là, je trouve ça futile en fait, ça me passe instantanément, parce que j'ai conscience aussi que c'est quelque chose qui dure pas indéfiniment, quoi. À un moment donné, les gens dorment, quoi. Moi, je me réveille pas la nuit en hurlant, quoi. Ou un autre exemple, c'est quand je pars à la salle de sport et que je reviens 3 heures plus tard, en fait, sur le retour, j'ai hâte de rentrer parce que je sais qu'il y a ma fille qui m'attend à la maison, quoi. Donc, voilà, pour vous donner mon verdict, du coup, est-ce que je recommande les enfants ou est-ce que c'est une terrible erreur? Eh bien, je recommande. Après, évidemment, pas besoin, c'est pas une bonne idée non plus de se précipiter, ni de faire avec n'importe qui, mais voilà, si ces deux conditions-là sont remplis, je recommande. Et puis ça conclut mon bilan de l'année 2025. Et pour terminer, je rappelle que vous pouvez recevoir mon top 10 des meilleurs livres qui existent sur l'investissement en bourse, donc pour apprendre à choisir ses propres actions. Donc pour le récupérer, c'est le premier lien en description, et puis le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.